Eh ben bonjour, on est sur la chaîne L'Art de la gestion patrimoniale. Je vous remercie de nous écouter. Puis pour nous aider, vous savez que vous pouvez continuer à vous abonner, à liker ou à partager nos contenus. N'hésitez surtout pas, c'est cette aide-là qui va nous permettre de continuer à vous offrir un contenu de très haute qualité. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Pontenot pour parler d'immobilier, d'achat immobilier à deux et surtout éviter les pièges. Je vais te demander très rapidement de te présenter, Olivier, avant qu'on passe au sujet. Bonjour Jérémy, je suis très content d'être invité sur ta chaîne, merci. Donc, je m'appelle Olivier Pontenot, je suis notaire à Paris dans le 15e arrondissement. J'exerce dans la profession depuis 20 ans, donc je suis notaire associé et j'interviens sur des sujets d'immobilier, de famille, d'entreprise, de fiscalité, le cœur du métier notarial. Et je crois que tu es également créateur de contenu. Oui. Et, Oui. et tu as commencé ça pendant le Covid, c'est ça, je crois? Exactement, j'ai commencé pendant le Covid. C'est devenu une passion et je me suis aperçu que c'était un levier de développement très intéressant pour une entreprise notariale et puis une manière aussi de faire connaître ses offres de façon différente. Eh ben, on va essayer aujourd'hui, grâce à toi, de comprendre comment acheter l'immobilier, tout simplement comment acquérir sa résidence principale ou un investissement locatif à deux, Vaste tout sujet. en évitant les pièges qui peuvent exister Exactement. dans l'immobilier. On va parler du coup de concubinage, de mariage, de pacte, de Oui. société. Puis on parlera aussi des erreurs courantes que tu peux voir dans ton métier. On va déjà commencer très rapidement par pourquoi investir en couple plutôt que tout seul. Est-ce que tu sais quels sont les avantages, par exemple, par rapport au banquier ou par rapport à un notaire quand on y va à deux vs tout seul? Il y a plusieurs avantages à ça. Déjà, on va mutualiser ses capacités d'emprunt, puisque avec deux revenus sur un seul emprunt, on va pouvoir mener un projet plus ambitieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'achat, c'est devenu un symbole d'engagement pour un couple. On se paxe, on achète ensemble. Peut-être qu'on se marie, mais déjà un pax, un achat immobilier, c'est déjà le symbole d'une relation sérieuse C'est vrai. et d'un avenir qu'on a envie de projeter à deux. Donc, c'est vrai que voilà, il y a l'aspect symbolique, il y a l'aspect financier, et après, il y a l'aspect juridique, qui n'est pas toujours traité avec suffisamment d'attention par le couple qui va investir à deux. Et c'est pour ça que ton épisode va être d'utilité publique, je pense. Oui, c'est important. Bon, en plus, tu es là pour y répondre. Je rappelle, quand tu as parlé de capacité d'endettement, tu voulais dire ici qu'au final, quelqu'un qui peut emprunter 100 000 euros tout seul va pouvoir ajouter avec sa concubine, sa partenaire ou quelqu'un d'autre une deuxième capacité d'endettement et donc peut-être acheter un bien immobilier à 200 000 euros. C'est bien ça que tu voulais dire ici. Exactement. C'est-à-dire qu'on s'enrichit si on investit à deux et corrélativement, les séparations amènent toujours une forme d'appauvrissement. Oui, c'est vrai qu'il faut parler de l'autre côté. On n'en Voilà. parlera pas aujourd'hui. Ça arrive. On va essayer déjà de parler du côté positif aujourd'hui. De ton côté, quels sont les prérequis que tu dirais à un couple qui veut acheter de l'immobilier à deux? Qu'est-ce que doit faire ce couple? Peut-être se poser sur ses objectifs, peut-être essayer de comprendre combien ils peuvent emprunter, peut-être aller voir un notaire. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, de ton côté? La première question à se poser pour moi, c'est les relations financières qu'on a envie d'avoir dans sa relation d'amour. Parce que, en fonction des couples, on voit que tous les couples n'ont pas la même relation à l'argent, à l'indépendance, à l'autonomie. C'est pour moi la première question à se poser quand on se lance dans ce type de projet, parce qu'il y a des couples qui vont considérer qu'ils forment une équipe et qui veulent tout faire à deux, tout partager, mais ça suppose d'être très aligné sur tous les choix qu'on va faire sur toute la durée de sa relation. Il y a des couples qui sont prêts à mutualiser une partie de leurs investissements, mais qui vont vouloir garder une poche d'autonomie, d'indépendance, si jamais ils ne sont pas alignés sur certains projets, entrepreneuriat par exemple. Et il y a des couples qui ont un fort besoin d'indépendance et d'autonomie, soit c'est leur tempérament, soit ils ont un différentiel de patrimoine qui est très important, ou alors c'est des couples qui se sont mis ensemble alors qu'ils avaient déjà peut-être fondé une famille d'une première union, chacun de leur côté. Et donc là, ça va amener une approche un petit peu différente au niveau de la mise en place de l'investissement. Et donc, quand tu abordes ça, tu veux faire comprendre ici déjà qu'il faut se poser sur ses propres objectifs Oui. et bien comprendre ses objectifs à chacun et ensuite Oui. mutualiser ses objectifs si Ouais. c'est possible. Oui, tout à fait. Tout Ok. à fait. C'est la première question à se poser. Donc,
quelle relation financière on a envie d'avoir, et après, le juridique va venir mettre en concordance sa vision avec sa situation concrète. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont dans une forme de distorsion. Moi, j'ai croisé pas mal de couples en 20 ans de carrière. Des fois, tu peux avoir des gens qui sont mariés en communauté depuis 20 ans et qui fonctionnent au quotidien comme s'ils étaient en séparation de biens. Ils n'ont que des comptes individuels, ils n'ont pas de compte joint. Ils pensent qu'ils sont propriétaires chacun de leur côté de leurs investissements financiers, par exemple, alors qu'en réalité, ils sont dans une communauté 50-50. Et quand on leur annonce ça, ils sont très surpris. À l'inverse, il y a des couples qui se marient en séparation de biens et qui mettent tous leurs fonds sur des comptes joints, qui achètent tout 50-50, que des financements en commun, qui sont cautions l'un de l'autre. Donc là, les patrimoines sont tellement entremêlés qu'ils sont de facto dans une forme de communauté, en réalité. Et donc, c'est important de se poser, après ça peut évoluer, mais de faire concorder sa façon de fonctionner avec le droit. Parce que sinon, si à un moment donné, on est amené à démonter les choses, soit dans le cadre d'un héritage, soit dans le cadre d'une séparation, ça peut amener des surprises assez désagréables. Alors, des surprises assez désagréables et un sacré travail pour le notaire. Oui. Ouais. Oui. Donc là, tu peux peut-être mettre en avant nos métiers, le métier de conseiller en gestion de patrimoine, Ouais. le métier de notaire. Je pense que quand on veut acheter à deux, c'est des personnes sur lesquelles il faut s'appuyer. Oui, il faut investir dans le conseil. Et plus le conseil arrive en amont, plus le conseil va créer de la valeur pour des clients. C'est vraiment la règle d'or qu'on peut voir, parce que des fois, un petit conseil, au départ, sur une mise en place, va éviter des problèmes insurmontables 15 ans, 20 ans, 25 ans après. Alors, c'est dur à faire comprendre à des gens dont ce n'est pas le métier, mais quand on observe les trajectoires de ces clients, parce que les clients qu'on a ont des vies, des profils, des parcours très différents, on voit effectivement la valeur d'un conseil. Mais c'est vrai que dans nos métiers, souvent, la valeur du conseil, sa perception, elle est différée. Tu donnes un conseil aujourd'hui et les effets se produisent sur plusieurs années. Des fois, c'est à l'échelle d'une, deux générations. Et donc, c'est toute la difficulté et la beauté, et d'ailleurs, c'est ce que vous faites avec toutes vos actions de communication, c'est on a le devoir de convaincre, en réalité. Oui, et ça, c'est un devoir qui n'est pas si simple, parce que Pas des fois, facile. il faut bien l'expliquer. C'est là où je trouve que notre chaîne, comme tu l'as dit juste avant, est d'intérêt public, Oui, parce que c'est tout simplement de la pédagogie pour tous. oui. Essayer de faire comprendre quelque chose de complexe de manière très simple. Ça, c'est Oui. notre métier aujourd'hui et c'est une de nos principales missions chez Bonnet & Doyen Conseil. Donc, ça me fait plaisir que tu sois là pour parler de ce sujet. Et là, on va parler de toutes les questions que tu peux avoir au quotidien. On va parler de concubinage, de pax et de mariage, des grandes différences entre ces trois régimes qui sont totalement différents. Et je voudrais que tu me dises tout simplement, si j'achète un bien immobilier à deux en concubinage, qu'est-ce qui se passe concrètement? À qui appartient le bien? Est-ce que j'ai le droit de dire je l'achète à 70%, tu l'achètes à 30%, à nous deux on a 100%? Est-ce que j'ai le droit de dire 50-50? Si on ne fait rien, commencer? Toutes les questions comme ça. En concubinage pour le moment. Exactement. Alors, on commence à concubinage. C'est la forme d'union la plus simple, puisqu'il n'y a aucun lien juridique entre les deux personnes qui vont acheter. Il n'y a que des liens sentimentaux, on va dire. Mais c'est la même chose que si c'est deux frères qui achètent, par exemple. Ok. Dans cette situation de concubinage, si on ne précise rien dans l'acte d'achat, on présume que la propriété est 50-50. Alors, la formule la plus simple, c'est de dire on est propriétaire 50-50, on finance tout 50-50. C'est limpide, c'est la situation la plus simple. Néanmoins, dans les faits, parce que c'est des investissements de long terme, sur une durée de 20 ans, ça se passe rarement de cette façon-là. Pourquoi? Parce que dans un couple, souvent, tu en as l'un des deux qui va avoir un apport personnel plus important au départ. Donc ça, déjà, il faut le consigner. Et après, il va falloir déterminer les quotités de remboursement du prêt de chaque propriétaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on rembourse le prêt 70-30 d'un côté pour compenser un apport plus important de l'autre? Il faut définir des règles du jeu. Parce que sinon, on va être dans un espèce de no man's land où on va être sur du 50-50, même s'il y a eu un financement qui est déséquilibré, qui n'est pas égalitaire.
Donc ça, il faut vraiment être précis au niveau du titre de propriété, si on veut acheter en concubinage et qu'on veut rester en concubinage. C'est-à-dire qu'il faut consigner les apports de chacun. Qui a mis quoi au niveau de l'achat en termes d'apport personnel, ça, c'est gravé dans le marbre. Et après, au niveau du financement bancaire qui va servir à l'achat, il faut définir des pourcentages de remboursement en indiquant que si les règles du jeu ne sont pas suivies, parce que tu peux très bien dire en 2025, on achète, c'est génial, on rembourse 60-40 le prêt, mais ça ne va pas forcément se passer comme ça. Peut-être que ça va être 50-50 pendant quelques années ou que ça va être inversé 70-30 de l'autre côté. Et là, il faut non seulement une clause dans l'acte qui soit très claire pour dire que si les règles du jeu ne sont pas suivies, ça donne lieu à un rééquilibrage en cas de partage ou en cas de vente du bien pour que les choses soient remises comme elles devaient être au départ en termes financiers. Et donc ça, c'est vraiment la base. Il faut vraiment travailler le titre de propriété si on est en concubinage. Après, ça, c'est les aspects horizontaux, c'est-à-dire les rapports au niveau du couple. Après, il y a une dimension verticale en cas de décès de l'un des concubins qui va être propriétaire, parce que dans une situation de concubinage, en cas de décès, la part de celui qui meurt va aller à tout le monde, sauf à celui avec qui il a acheté. Ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens ignorent. On a beau le répéter, le diffuser. J'hallucine tous les jours sur le nombre de propriétaires dans la nature qui n'ont pas conscience de ça. C'est très important. Pourquoi ? Parce que sinon, il n'y a pas de droit au maintien dans les lieux sur la durée, parce qu'il y a une indivision qui va se créer, puisque les pourcentages de propriété de celui qui est mort vont aller à sa famille de sang, ou alors uniquement aux enfants. Donc, ces gens-là vont avoir des droits de succession à payer, et ça va créer une pression financière qui va obliger soit à racheter la part très rapidement, soit à vendre le bien à l'extérieur pour que la fiscalité soit honorée. Alors, en plus, il y a la massue fiscale quand on est. C'est-à-dire que si on fait un testament pour se protéger dans un concubinage, et on en voit, le problème, c'est que ce qui va être transmis d'un concubin à l'autre, parce que ça va créer un droit d'héritage, ça va être taxé à 60%. Et ça revient à faire un legs au trésor public, en réalité. Un taux à 60%, c'est-à-dire je lègue d'abord au trésor public et il restera 40% pour mon concubin. Donc ça, c'est quelque chose, quand les clients en ont conscience, qu'ils veulent absolument éviter. Et ça va nous donner une transition pour le Pacs pour arriver sur la dimension de Pacs pour un couple, parce que je pense que quand on se met en couple, le cadre du Pacs va devenir quasiment obligatoire si on a le souhait de se protéger l'un l'autre. Oui, c'est important de comprendre ce que tu viens de dire. Je vais mettre des exemples chiffrés pour que ce soit bien clair. Si on achète une maison à 400 000 euros et que la quotité est de 50-50, 200 000, 200 000, si l'un des deux décède et qu'il y a un testament de l'un vers l'autre, il y a 120 000 euros de droits de succession à payer sur la part des 200 000 euros. Sachant qu'on reçoit une moitié de maison. On ne reçoit pas 200 000 euros. On reçoit 200 000 euros en valeur taxable d'immobilier. Et donc, il va falloir sortir 120 000 euros de cash pour garder sa maison, tout simplement. À payer en 6 mois. À payer en 6 mois. C'est bien de le rajouter. C'est vrai que trouver 120 000 euros en 6 mois, ça dépend de sa situation financière. Parce qu'il y a déjà le deuil, c'est déjà un deuil, c'est déjà pas facile. Même dans une démarche de deuil, rien que faire des démarches, c'est pénible. En plus des démarches et du deuil, si on a une dette fiscale de 60% de la valeur de l'héritage, c'est vraiment très difficile à vivre pour un conjoint. Ouais, ça c'est certain, et tu dois avoir des situations qui sont compliquées. De ton côté, tu voulais faire la transition avec le Pacs. Oui. Tu refais la passe décisive. Exactement. On repart sur le Pacs. Effectivement, c'est une sorte de protection, le Pacs. Voilà, le Pacs, c'est quand même une première marche au niveau de l'engagement, parce que ça va permettre de donner un cadre aux relations financières.
qui n'est pas celui du concubinage, parce que le concubinage, c'est un simple jeu de créances comme on l'aurait avec n'importe qui au niveau de l'achat. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre une sorte de contrat dans l'acte d'achat. Le PACS, c'est à la fois un contrat et un embryon d'institution. C'est-à-dire qu'il y a quand même des notions au niveau du PACS qui vont venir mettre un cadre à l'union. Donc la première conséquence au niveau du PACS, c'est que si on se fait un testament l'un au profit de l'autre, il n'y a aucun droit de succession. Donc on passe de 60% de taxes sur la succession dans le cadre du concubinage à 0% dans le cadre du PACS. Donc de 120 000 à 0 euros. À 0. Donc quand on explique ça aux clients, ils comprennent très vite que le PACS devient quasiment un devoir pour un investissement à deux. Alors par contre, le PACS ne crée pas automatiquement de droit d'héritage au niveau du couple, ce qui va amener les partenaires justement à faire un testament pour compléter la protection. Donc quand on est dans un couple sans enfants, le testament plus le PACS crée quand même un cadre qui est protecteur en cas de décès de l'un ou de l'autre. Alors après, au niveau des relations financières du couple, il y a deux types de PACS. Il y a le PACS séparatif et il y a le PACS d'indivision. Le PACS d'indivision, c'est une sorte de communauté, pour faire une comparaison avec le mariage. C'est-à-dire que tout ce qui est gagné pendant le mariage va être considéré comme une indivision 50-50. Alors, il y a très peu de gens qui choisissent ce système-là d'indivision, mais dans ceux qui le choisissent, il y a beaucoup qui le font par erreur, et c'est important qu'on le dise dans le podcast, et notamment les gens qui se pacsent en mairie. Parce qu'en mairie, il y a tout un processus administratif qui est assez long, d'ailleurs, et la convention de PACS prend la forme d'un formulaire. Et il y a 2 ou 3 cases à cocher. Et on voit des gens se tromper, parfois, c'est-à-dire qu'ils voudraient un PACS, entre guillemets, séparatif, qui est la norme pour beaucoup de gens. Et le jour de la mairie, ils n'ont pas la présence d'esprit ou, voilà, ils cochent la case indivision. Et donc là, mécaniquement, ça va amener une mutualisation de tout ce qui est créé pendant le PACS. Donc ça peut être une entreprise, ça peut être un bien immobilier. Ça, c'est la première chose, faire attention au cadre du PACS qu'on choisit. On va partir du principe qu'on est dans un PACS séparatif, qui est 99% du choix des investisseurs. Quand on est dans un PACS séparatif, il ne faut pas penser que le PACS n'est pas un engagement puissant. Pourquoi ? Parce que dans le PACS, il y a une notion qui est très puissante en termes de mutualisation, qui est la contribution aux charges du ménage. Donc la contribution aux charges du ménage, si on n'a pas été attentif au niveau de son achat, on peut se retrouver dans une situation où il y a un des partenaires qui va payer 90% d'un bien immobilier. Et s'il y a séparation, la jurisprudence va souvent considérer que le partage doit être fait 50-50, puisque comme le prêt a été remboursé dans le cadre du PACS, il va considérer souvent, le juge, que c'est une contribution normale aux charges du ménage et que ça ne donne pas lieu à un rééquilibrage au moment de la vente. Alors ça peut être un bon système pour certains couples où il y a un des deux qui va s'investir à fond dans la carrière, l'autre qui va beaucoup plus s'occuper du foyer de la famille, par exemple. Ce n'est pas un mauvais système en soi. Ça devient un mauvais système si on pense qu'on est dans une optique où chacun est propriétaire de ce qu'il paye. Si on veut être dans un système où chacun est propriétaire de ce qu'il paye, ce qui est le cas de pas mal de gens, surtout au début d'une relation, là, il faut être très attentif à la rédaction de la clause de contribution aux charges du ménage. Et ça, il n'y a que les notaires, clairement, qui maîtrisent ça. Si on coche le formulaire en mairie, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut bien préciser qu'en cas d'investissement immobilier, le remboursement donnera lieu à des comptes entre les partenaires et ne rentrera pas
dans la contribution aux charges du ménage. Ce qui permet, en cas de séparation, en cas d'héritage, de dire, bon, on avait prévu de faire 50-50, finalement, j'ai quasiment tout payé, donc maintenant, je souhaite récupérer ma mise parce que, effectivement, on se sépare et ça n'a plus lieu d'être. Ou alors, on peut choisir l'autre système. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de système meilleur que l'autre, hein, ce n'est pas un jugement. Mais si on veut faire évoluer sa convention de Pacs, il faut penser à la modifier, aller voir un notaire pour dire « je bascule dans un système ou dans l'autre ». C'est très intéressant ce que tu me dis là. Dernière chose très importante, il faut garder tous les justificatifs sur toute la durée de l'investissement. Parce que si tu as un Pacs en béton armé, si tu as un titre de propriété bien rédigé, le cadre est impeccable. Par contre, ça ne te servira à rien si tu n'as pas gardé tous les justificatifs du fait que c'est toi qui as surcontribué par rapport aux règles du jeu qui avaient été fixées au départ. Et souvent, 15 ans après, dans les séparations, c'est ça le gros problème qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a un des conjoints, des partenaires, qui a supporté toute la charge financière de l'investissement, mais il n'est pas en mesure de le documenter. Et là, tu te retrouves dans un retour à la case départ, en réalité. Ok, c'est plutôt clair. Concubinage, Pacs. Je vais te demander une dernière chose. Assez brièvement, la comparaison entre le régime séparatiste, quand on est marié, et le régime communautaire, c'est-à-dire la communauté légale réduite aux acquêts. On n'abordera pas tous les autres régimes, parce qu'il y en a d'autres, et puis il y a des clauses qu'on peut rajouter quand on est en mariage. Je veux juste que tu me fasses une comparaison simple et rapide entre le régime séparatiste et le régime communauté légale. Alors, quand tu te maries sans contrat dans un régime de communauté légale, tu vas rentrer dans un principe très fort de 50-50. C'est-à-dire qu'à la seconde où tu es marié, il n'y a plus de mes revenus, tes revenus, tout est nos revenus. Les salaires, les intérêts sur les placements, les loyers, même les loyers des immeubles que tu récupères de ta famille ou les loyers que tu vas récupérer des immeubles que tu avais avant le mariage. Et on a souvent le cas de clients qui ont acheté le matin du mariage, donc l'immeuble est à eux, mais comme les loyers sont communs pendant 20 ans, financièrement, ça devient un immeuble quasiment dans la communauté conjugale. Donc, il y a un principe très puissant. 50-50. 50-50, et c'est pareil pour tous les investissements que tu réalises, immobilier, création d'entreprise, rachat d'entreprise. On va partir du principe que tout se fait à deux, 50-50. Les investissements individuels ne sont que de rares exceptions. Soit avec de l'argent que tu avais avant le mariage, mais dont tu peux prouver l'origine. Après des années, ce n'est pas toujours facile. Soit des choses que tu as récupérées de ta famille par donation ou par héritage. Mais sinon, le principe, c'est que tu fais tout à deux, le positif et le négatif. Tu assumes aussi les dettes. Donc, ça va obliger les deux époux à être très alignés pendant toute la durée du mariage sur tous les projets. Parce qu'au début, tu commences, tu es salarié, tu achètes ta résidence principale. C'est un truc que tout le monde fait. Tout le monde est d'accord avec ça. Mettons, au bout de 5 ans, tu veux racheter une affaire dans un domaine un peu risqué, peut-être, prendre quelques risques. Tu as vraiment envie de le faire. Là, tu vas avoir besoin de la signature de ton conjoint, pour plein de raisons, notamment pour emprunter. Donc, si ton conjoint ne veut pas s'embarquer dans ce projet, parce que, par exemple, ça le stresse, tu te retrouves dans un choix binaire. Soit tu es frustré parce que tu es obligé de renoncer au projet parce que tu n'as pas la signature de ton conjoint, soit ton conjoint est angoissé parce qu'il est obligé d'embarquer dans un projet qui le stresse en fait. Et donc tu n'as pas cette possibilité de moduler, on fait une poche commune et on fait une poche chacun pour soi. Par contre, c'est très protecteur et ça donne un minimum garanti aux deux époux, parce que c'est un régime qui a été créé à l'époque où les femmes ne travaillaient pas beaucoup, clairement, et ça obligeait à une mutualisation de tout ce qui était pendant le mariage. Mais si on a chacun des projets et des trajectoires qu'on veut individuelles, ça va un peu gêner et ça donne une transition pour le régime de séparation de biens qui va être un régime où en fait, tu as beaucoup plus de souplesse. C'est-à-dire que tu peux faire des projets à deux, tu peux très bien acheter ta résidence principale 50-50,
Mais ça ne t'empêche pas, à côté, de faire, toi, un immeuble locatif ou à ton conjoint, après, d'acheter des cryptos, de faire des placements différents. Ouais, en fait, c'est vraiment un choix. Et encore une fois, on revient à l'étape 1, les objectifs du couple. Voilà, exactement. Est-ce qu'on veut mettre en commun ou est-ce qu'on veut chacun avoir ses investissements et mettre certaines choses en commun? Exactement, exactement. Alors là, ça donne beaucoup d'indépendance, beaucoup d'autonomie, mais ça ne donne pas de minimum garanti au niveau de la relation. C'est-à-dire que tu peux ressortir d'un mariage en séparation de biens avec quelqu'un de très riche et quelqu'un avec très peu de patrimoine. Oui, ça dépend des objectifs du couple. Si c'est un équilibre de la famille, il faut plus une communauté si les salaires qui sont différents. Exactement. Alors, entre deux, il y a des nuances. Tu as des formules où, voilà, mais ça demande un petit peu plus de temps. Mais la grande différence, c'est celle-là. Oui, c'est une sorte de protection, mais encore une fois, on revient à l'étape 1. Quels sont les objectifs du couple? Est-ce qu'on se protège entre nous? Est-ce que chacun a ses investissements? Et puis, ces objectifs, ils peuvent évoluer. Tu te maries à 25 ans, à 30 ans. Tout à fait. Tu as une certaine situation. C'est pas pareil que de se marier à 50 ans avec des enfants d'une précédente union. C'est pas pareil pour un couple sans enfants. Il y a des palettes de situations qui sont très différentes. Puis les mariages après divorce, ainsi de suite. Voilà, exactement. Et même dans un couple qui s'est mis ensemble très jeune, les préoccupations, elles peuvent évoluer. Exactement. Tu peux partir sur un système où tu veux être très indépendant. Et puis tu peux, après, au bout de quelques années, vouloir un système où tu vas plus protéger ton conjoint. Mais tout ça, il faut avoir le réflexe parce qu'il n'y a pas une formule universelle qui convient à tout le monde. C'est quelque chose qui n'existe pas. Chaque couple doit faire l'effort de mettre en place un système qui lui convient et de le faire évoluer sur la durée de sa relation en fonction de ses attentes, en fait. Eh bon, on est d'accord. On a fait la comparaison concubinage, pax, mariage. Dernier point avant de finaliser le podcast. La comparaison entre l'indivision quand on achète, c'est-à-dire en propre, ou quand on passe par une société. On ne va pas parler des formes de société, juste quelle est la grande différence. Je parle d'abattement en cas de succession, je parle de protection du conjoint ou du partenaire ou du concubinage. Quelles sont les grandes différences entre acheter directement en propre ou acheter en société? Alors, quand tu achètes en direct, tu es dans un système qu'on appelle l'indivision. C'est un système où chacun va être propriétaire d'un pourcentage du bien. 50-50, 70-30. Ça veut dire que ça crée quand même une interdépendance, l'indivision, entre les personnes qui sont dans l'indivision, parce que pour les grandes décisions, tu es dans un système d'unanimité. Je te donne un exemple. Même si tu achètes un bien 99,99% pour un 0,001% pour l'autre, si tu veux vendre le bien, il faut forcément 2 signatures. Et ça, c'est quelque chose qui peut déranger sur la durée, surtout quand l'indivision va s'agrandir. Parce qu'en cas de décès, mécaniquement, il y a d'autres indivisaires qui arrivent. Il y a les héritiers qui vont arriver. Ça va être soit les enfants de ton conjoint, alors ça peut être des enfants communs si tu as des enfants en commun, mais ça peut être des enfants d'une précédente union. Ça peut être les parents de la personne, ça peut être plein de gens. Et sur la durée, tu peux passer d'une indivision à 2 personnes à une indivision à 15 personnes. Et le problème de l'indivision, c'est que tu n'as pas, entre guillemets, la possibilité de fermer la porte aux nouveaux arrivants. Les gens vont arriver mécaniquement par le jeu des règles d'héritage dans la propriété du bien, dans le projet. Donc d'un projet à 2, tu peux te retrouver sans le vouloir à 10 quelques années après. Avec tous les problèmes de gouvernance que ça va poser. Ah bah, l'indivision, oui, parce que c'est comme avoir une voiture avec 4 volants. Oui. Voilà, si on veut faire une métaphore un peu c'est compliqué. Parlante. Où est-ce qu'on va et ainsi de suite. Voilà, on fait ce qu'on va. Alors pour que tout le monde tourne le volant au même moment, accélère comme il faut, tu mets des années à te mettre d'accord. Et réalité, du coup, de l'autre côté, la société, est-ce qu'elle permet vraiment de... La société, ça permet de mettre en place une gouvernance dans un premier temps. Alors à 2, ça ne va pas beaucoup changer de l'indivision. Parce que c'est vrai que si c'est pour investir à 2 et être minoritaire dans une société civile, par exemple, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour le minoritaire. Donc tant qu'on est 2, ça va quand même, on va rester dans un système grosso modo d'unanimité. Bon, on peut quand même mettre des clauses
dans des statuts de société civile, par exemple, qui, en cas de grave désaccord, vont amener à la vente du bien rapide. Plus rapide que d'aller à la barre du tribunal avec une vente en indivision forcée. Donc, il peut y avoir quand même des clauses de sortie qui vont être plus efficaces que la procédure du Code civil en cas d'indivision. Donc ça, c'est le premier intérêt. Maintenant, il va y avoir aussi un deuxième intérêt avec les clauses d'agrément. C'est-à-dire que tu vas définir un certain nombre de gens qui ont le droit peut-être de rentrer dans la société en cas de décès, ou des gens à qui tu pourras refuser d'entrer dans la société moyennant indemnité. Ou alors, il y a une solution qui est intermédiaire. Tu peux dire, d'accord, si je décède, je veux bien que mes enfants rentrent au capital, mais j'ai conçu les statuts de telle façon que la personne avec qui j'ai acheté va garder un droit d'usage qui ne pourra pas lui être supprimé, même par un vote majoritaire, et qui lui permettra de rester soit jusqu'à la fin de ses jours, soit 5 ans, par exemple, après mon décès, pour qu'elle ait le temps de s'organiser et d'aller ailleurs. Tu vas pouvoir concevoir des choses vraiment cousu main, et notamment pour les couples qui ont des enfants d'une précédente union. Okay. C'est quelque chose de très utile. Et là, tu vas vraiment pouvoir t'adapter à des situations particulières et tu vas éviter un petit peu le bazar de certaines indivisions qui sont souvent non souhaitées. D'accord. C'est plutôt clair, Olivier. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de terminer ce podcast ou tu as fait le tour de la question ? On ne fera jamais le tour de cette question, mais ce qui est très important, c'est que les clients, si vous êtes propriétaire immobilier, soit que vous voulez acheter, soit que vous avez déjà acheté, intéressez-vous à ces sujets-là, faites-vous conseiller. Ça ne va pas vous coûter des 100 et des 1000, et croyez-moi, ça va vous amener vraiment beaucoup de confort, parce que malheureusement, les situations difficiles finissent toujours par arriver. On est tous faits de chair et de sang, on est tous périssables, donc à un moment donné, on a tous des problèmes de santé, on va tous connaître des deuils, et ceux qui se préparent le vivent de façon beaucoup moins difficile, on va dire. Ouais, sinon, c'est le terme, effectivement. Sinon, on s'ajoute des problèmes. Ouais, j'ai envie de dire, préparer l'avenir, anticiper l'avenir, anticiper le futur, ce n'est pas dire que cela va arriver tout de suite, c'est juste préparer l'avenir. Parce qu'on investit, on est jeune, on est beau, on est fort, on a plein d'énergie, mais sur la durée, sur 30 ans, on a tous des problèmes. Et il faut les anticiper. En vrai. J'ai envie de dire qu'on va finir le podcast là-dessus. L'anticipation, c'est la clé. Merci beaucoup, Olivier Pontenot, d'être venu sur le podcast L'Art de la gestion patrimoniale. Je vous remercie également pour ceux qui nous écoutent et qui nous suivent toutes les semaines sur L'Art de la gestion patrimoniale. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube, sur Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas également à nous mettre la note de 5 étoiles. Vous savez que cette note est d'une grande aide pour continuer à vous offrir un contenu de très haute qualité. Et pour ceux qui veulent toujours en savoir plus, n'hésitez pas à aller écouter le prochain épisode ou l'épisode précédent. Merci beaucoup.